Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de la pollution marine et de la pollution plastique en particulier. Donc je vais commencer tout de suite, on ne va pas perdre de temps. On a tous, comment dire, une vision très différente du milieu marin. Parfois c'est exotique, parfois c'est des voyages, parfois c'est mystérieux, parfois c'est des angoisses. Il y a tout un ensemble de craintes et d'émotions autour de la mer. Mais il y a quand même quelque chose qui est important, c'est toutes les activités, comment dire, économiques qui tournent autour. Donc vous les connaissez toutes, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'extraction de pétrole, les loisirs, la pêche, toutes ces choses-là. Et puis, malheureusement, toutes ces activités, elles génèrent tout un ensemble de problèmes, y compris d'ailleurs de la terre, puisque c'est quand même la plupart des pollutions viennent de la terre. Et notamment, il y a des pollutions qui sont classiques, comme la pollution par les hydrocarbures. Donc, on a des tas d'exemples, surtout dans la région, bien évidemment, avec l'Erika, par exemple, ou le Prestige plus au sud. Ce qu'il faut savoir, c'est que les accidents, ça représente que 3% des apports d'hydrocarbures. Il y en a qui sont naturels. Et puis, il y a des apports chroniques dans les fleuves, comme par exemple la Seine. Régulièrement, il y a des hydrocarbures qui arrivent, dont on parle assez peu, finalement, alors que dans la réalité, sur le plan environnemental, c'est important. Il y a également les pollutions par les métaux, les boues rouges, les extractions de nickel, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. C'est des choses classiques. Il y a également donc, des pollutions qui sont exclusivement marines, comme les peintures anti-salissure qu'on met sur les coques de navires. Il faut savoir que le coût de fonctionnement d'un bateau peut être diminué de 25% simplement en mettant des peintures de façon à éliminer le fouling, simplement parce qu'on gagne du temps sur la vitesse. Et donc, c'est des enjeux qui sont considérables sur le plan économique. Bien évidemment, il y a toutes les pollutions par les pesticides, notamment en Bretagne, et puis également donc les proliférations d'algues et autres, avec tout un ensemble de phénomènes, et puis des phénomènes de dystrophie, déséquilibre, eutrophisation par exemple, ou alors des algues toxiques qu'on appelle les marées rouges. Donc on a les marées noires, on a les marées rouges, on a les marées vertes à cause des algues, et puis depuis peu on a des marées de plastique, donc simplement à cause des apports qui sont considérables. Donc actuellement on est à peu près à 4 milliards de tonnes de déchets dans le monde, bon, c'est évidemment pas uniquement en France. On est passé, donc c'est plus de 350, on est passé en 2 ans à 400 millions de tonnes à peu près de plastique produit. 400 millions de tonnes de plastique, et ça va continuer à augmenter. Il ne faut pas imaginer que ça va s'arrêter. Bien au contraire, parce que c'est quand même utile, le plastique. Le problème, ce n'est pas le plastique lui-même, c'est la fin de vie du plastique qui pose problème. Et puis, il y a donc des conséquences. Il y en a à peu près 8 millions de tonnes qui arrivent directement à la mer. Et là-dessus, donc, on est à peu près à 500 tonnes par jour simplement pour la Méditerranée. Donc vous voyez, ça représente des volumes qui sont relativement importants, qui arrivent en permanence, hein, que ce soit des pertes de containers, que ce soit au niveau des rivières, du ruissellement, des choses comme ça. Et voilà, donc on était à peu près à 30 milliards dans les années 2000 de sacs plastiques distribués par an en France seulement. On est passé dans les années 2012-2015 à peu près à 15 milliards. Maintenant ça baisse, mais ça va baisser parce qu'il y a l'interdiction suite à la directive stratégie plastique et plastique dans l'environnement de la Commission européenne, avec la transposition dans la loi des différents États membres. Et donc, on devrait descendre petit à petit, mais il y a encore des marchés où on utilise beaucoup de plastique. Alors, il y a peut-être des produits, on vous en parle, vous êtes peut-être même plus spécialiste que moi sur le sujet, mais il y a des produits qui pourraient remplacer justement ces plastiques-là. C'est assez important, mais les enjeux, là aussi, sont considérables, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan environnemental. Voilà, alors ces plastiques qui représentent la pollution, d'abord il y a les déchets en général, à peu près 80% donc sont des plastiques. Sur ces 80%, il y a à peu près la moitié qui sont des plastiques à usage unique, dont beaucoup de sacs. On est à peu près à 30-35% de plastique en mer qui sont en fait des sacs, qui après, on en reparlera, peuvent se dégrader. Mais sinon, on a une diversité, tout un ensemble de choses, de morceaux de verre, des bouteilles, des choses, tous les objets possibles. C'est vraiment un inventaire à l'après-vert, si vous voulez. Tout ce qu'on peut imaginer se retrouve en mer à un moment ou à un autre, quoi. Donc on a eu un jour, en remontant un chalut, un pantalon qui était tendu sur le câble, comme ça, qui remontait avec. Et on a eu des motos, des petits avions. Alors évidemment, parfois c'est spectaculaire, ça pose des problèmes. Mais voilà, quoi. Alors, les sources, en fait, elles sont très diverses, malheureusement. Il y a d'abord 7 milliards d'individus sur la Terre, donc c'est 7 milliards de sources, 60 millions de personnes en France. Et donc, à un moment ou à un autre, chacun d'entre nous a perdu, oublié ou laissé tomber, comment dire, un objet et qui est allé dans le milieu naturel. Ça arrive à tout le monde, malheureusement. Sinon, il y a, ce qu'on sait, c'est qu'il y a les grands fleuves, par exemple, vous voyez en haut à droite, c'est la Seine après des crues, avec tous les déchets de la région parisienne qui sont sur les bords, sur la berge. Vous avez donc, par exemple, je vais passer ici. Ça, ce sont des granulés industriels qui sont perdus là, pendant le transport maritime. Alors, il faut savoir que les industriels transportent le plastique des usines issues de la pétrochimie à la fabrication des objets sous forme de granulés. La raison, c'est que pour donner une forme à un plastique, il faut le chauffer, et qu'on ne peut pas chauffer des gros blocs de plastique, et donc, pour des questions de coût, c'est plus facile de chauffer des petits morceaux de plastique. C'est la raison pour laquelle tout est transporté sous forme de granulés, ce qu'on appelle les granulés industriels, et que les associations appellent parfois les larmes de sirène.
Donc c'est beaucoup plus intéressant sur le plan économique, sauf que quand on les perd, un sac de 25 kg, ça fait 6 millions de particules qui vont se perdre comme ça dans la nature. Et on estime que pour les microplastiques, c'est de l'ordre d'à peu près 10% des microplastiques qui sont des granulés industriels, c'est-à-dire avant d'avoir été transformés. Vous avez les pertes de containers, ça c'est une carte qui avait été dressée il y a quelques années pour montrer l'importance du rail. Et dès qu'on arrive dans des zones où il fait mauvais, eh bien, il y a même une époque où les armateurs, surchargeaient, et en prenant le risque de les perdre et de les jeter s'il y avait du mauvais temps. Maintenant ça se fait moins, mais ça a existé quand même. Et on voit bien que dans le rail, en fait, il y en a beaucoup moins. Et par contre, dès que les mers sont fortes, il peut y avoir des pertes. Ça représente plusieurs milliers de containers perdus. Et ça génère énormément de déchets. Ça, c'est un exemple d'une décharge en Méditerranée. C'est au Liban. Ils ont des problèmes de gestion des déchets qui sont assez importants, de corruption également. Et même si on investit, on essaie de résoudre le problème, ça revient. Et on a des bulldozers qui sont en haut. Je l'ai vu moi-même. Alors, attendez, je vais revenir en arrière. On a des bulldozers qui sont tout en haut et qui poussent directement les déchets dans la mer et qui sont repris comme ça par la circulation, qui s'ajoutent à ceux qui viennent du Nil, du Caire, d'Alexandrie et autres, qui en font la région la plus polluée dans le monde. Alors, voilà. Donc sinon, on a également d'autres sources. Vous avez par exemple, sur certaines plages de Méditerranée, 40% des déchets sont des mégots. C'est simple, les gens mettent directement dans le sable. C'est relativement facile. En termes de solutions, c'est relativement facile. On interdit simplement de fumer. Et il n'y a plus du tout ces mégots, sauf que dans certaines régions, si vous allez à Ibiza ou bien à Mykonos, vous n'interdirez pas de fumer sur les plages, c'est absolument impossible. Et donc, il y a des endroits où ça va quand même de toute façon persister. Ça, c'est une plage de la rive sud de la Méditerranée. Vous voyez, ça va parfois très très loin. On en a retrouvé au-delà du cercle polaire. Ils sont transportés sur les fonds par les courants. Et ça, c'est 100 mètres des berges de la Seine. C'est une association, c'est SOS Mal de Seine qui a fait ça. 100 mètres, simplement. Ils ont gratté un petit peu dans le fond, sur les sédiments, si vous voulez, mais ils ont récupéré tous les cotons-tiges qui sont perdus simplement parce que les gens, au lieu de les mettre dans la poubelle, les mettent dans les toilettes. Simplement une question de comportement, comme ça, qui a pour conséquence, après, de retrouver ça dans le milieu naturel. Et ça, c'est, pour terminer cette diapositive, en fait, c'est 5 minutes de chalutage dans les calanques à Marseille, simplement parce qu'il y a une station d'épuration qui a été créée trop tard, et que pendant des années, tous les déchets se sont accumulés. Et donc, à quelques centaines de mètres, lorsqu'on chalute, voilà ce qu'on trouve. Et c'est un site qui est classé quand même, c'est le site des Calanques. Vous voyez, donc, alors les problèmes sont un petit peu partout, et c'est plus ou moins marqué dans certaines régions, mais malgré tout, c'est quand même assez conséquent. Voilà, alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces déchets ils vont se dégrader. Beaucoup moins en profondeur parce qu'il y a beaucoup moins d'oxygène et il n'y a pas de lumière du tout, qui sont les facteurs favorisants, c'est la dégradation biologique. Ça, vous connaissez peut-être, en tout cas pour certains, comment ça se passe. On a des formes de bouteilles qui montrent qu'ils peuvent persister pendant des dizaines d'années. Et voilà. Et donc, on a également des filaments. Ça, ce sont les surfaces qui, petit à petit, donc, vont s'altérer, qui peuvent servir d'abri pour des bactéries et autres. Et puis, sinon, donc, il y a le problème de ce qu'on appelle les microplastiques. Donc, si vous allez en mer, vous mettez un petit chalut comme ça, qu'on appelle un manta, parce qu'il a la forme d'une vraie manta. Vous traînez pendant, 20 minutes, 1 heure, peu importe. Après, dans le collecteur, ici, c'est-à-dire au bout du chalut, voilà ce que vous allez trouver. On appelle ça une soupe. Et si vous regardez au microscope, voilà ce qu'on appelle des microplastiques. Donc, si vous allez en mer, vous n'allez pas forcément les voir, mais dans la réalité, vous allez voir qu'il y a tout un ensemble d'objets de différentes couleurs, des fibres. Là, vous voyez justement un granulé industriel, donc des différents fragments, voilà, tout un ensemble de choses. Et ça représente à peu près 5 000 milliards de particules à la surface de l'océan. 5 000 milliards, c'est le chiffre qui est donné. Et donc, vous imaginez, 5 000 milliards, les bateaux, par exemple, c'est 100 000, quelques centaines de milliers au maximum, qui peuvent transporter des espèces dans les eaux de ballast ou sur les coques, qui vont d'un point à un autre, tout droit, très rapidement, donc il n'y a pas d'espèces qui se fixent dessus. Mais par contre, 5 000 milliards de particules, c'est autant de supports pour des bactéries, espèces toxiques, algues et autres, qui peuvent aller dans tous les sens, tout doucement, avec une dispersion beaucoup plus forte. Et donc, on a des cas comme ça de transport d'espèces sur plusieurs milliers de kilomètres, avec tout un ensemble de risques dont je parlerai tout à l'heure. Donc, les microplastiques, c'est un vrai problème, avec une situation qui est assez particulière. En fait, très rapidement, à l'équateur, vous avez les alizés que les navigateurs connaissent bien, puisque c'est les routes qui poussent de l'est vers l'ouest, avec des eaux qui arrivent normalement dans l'ouest des bassins, que ce soit dans le Pacifique ou l'Atlantique. Les eaux qui arrivent et qui vont remonter, soit descendre le long de la côte du Brésil, si on prend l'exemple de l'Atlantique, soit aller dans le golfe du Mexique. Et là, l'eau va monter, il va y avoir trop d'eau, et donc l'eau, il faut qu'elle s'échappe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va partir le long des côtes et va générer ce qu'on appelle le Gulf Stream, qui est un courant qui va se mélanger avec la dérive qui vient du nord, le courant du Labrador, pour revenir en Europe. Où une partie va aller vers le nord parce qu'il y a un déficit en eau, et une partie va revenir au sud parce que, les eaux sont parties à cause des alizés. Et depuis des millions d'années, ça tourne comme ça.
Alors évidemment, c'est inversé dans l'hémisphère sud, c'est pareil dans le Pacifique, si vous voulez, ça va tourner comme ça, ou alors dans le sud, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et depuis des années, donc, depuis quelques dizaines d'années, tout ce qui flotte, toutes les matières plastiques vont s'additionner à tout ce qui flotte en général. La zone ici s'appelle la mer des Sargasses, simplement parce que les sargasses sont des algues flottantes. Ça vient de sargasso en portugais, c'est le varech, en fait, ce sont des algues qui flottent en mer. Et donc, ça a donné le nom de cette mer, et depuis quelques dizaines d'années, il y a des plastiques. Alors, pour l'histoire, je dis parce que c'est important dans la région, mais le premier à avoir décrit ça, c'est en 1869, c'est dans 20 milieux sud des mers, c'est le chapitre La mer des Sargasses, c'est Jules Verne qui a montré, alors ce n'était pas du plastique à l'époque, mais il y avait des planches, des cordages qui s'accumulaient dans la mer des Sargasses, au chapitre La mer des Sargasses. Et donc la première découverte de ce phénomène, qu'on appelle les continents de plastique, alors ce n'est pas des continents de plastique, mais disons de déchets, ça vient en fait de la région. C'est quand même original, il fallait quand même peut-être le rappeler. Et il y avait déjà des gens qui étaient capables d'être visionnaires au point d'imaginer cette situation-là. Voilà, alors là, ce sont des différences, les cartes, ce sont des différences entre ce qui est macro, micro et autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement il y a beaucoup de micros qui représentent très peu en poids, mais par contre très peu de macros qui représentent beaucoup plus en poids. Et c'est important, c'est que les microplastiques, du coup, parce qu'il y en a beaucoup, ils peuvent transporter beaucoup d'espèces, et c'est là qu'est un petit peu le risque, plus que sur la quantité de produits chimiques qui sera associée et autres, quoi. Donc il y a quand même des risques qui sont associés aux microplastiques et d'autres qui sont associés aux macros. Voilà. Alors les impacts, alors il y en a plusieurs. Les plus connus, c'est les étranglements. Le problème, ce sont surtout les engins de pêche qui sont perdus. Ça représente parfois jusqu'à 20%. Et même aux Açores, ils arrivent sur les fonds à 100% de déchets qui sont issus de la pêche et qui continuent en fait à pêcher. Ce sont des engins qui sont faits pour tuer et donc ils continuent à tuer. Et malheureusement, ça altère énormément il y a beaucoup de captures accidentelles, si vous voulez, comme ça. Et donc il y a des espèces qui sont très sensibles, malheureusement. Et donc c'est un des types de déchets sur lesquels il y a des mesures qui sont importantes à prendre. Alors c'est déjà discuté, il y a déjà quelques solutions qui ont été avancées, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que l'étranglement d'une manière générale, c'est quand même très très important. Vous avez également l'ingestion. Alors tout un ensemble de débats, par exemple, c'est ce qu'il y a des risques pour les retrouver dans le bol alimentaire, dans ce qu'on mange. Alors vous voyez, par exemple, les scientifiques, ils ont mis des microplastiques fluorescents, ils les ont donnés à du plancton et s'aperçoivent en fait que les microplastiques restent dans le tube digestif et en quelques heures, ils sont excrétés. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que normalement, l'animal ne va pas le garder. Son prédateur, s'il l'avale, lui-même va ingérer des plastiques qui vont être excrétés également. Et donc, normalement, il y a très peu de risques de transfert le long de la chaîne alimentaire. Et en plus, lorsqu'on mange du poisson, par exemple, ils sont surtout dans l'estomac. Et donc, du coup, comme on vide les poissons, ça diminue d'autant plus le risque. Donc, globalement, le risque est assez limité. Il y a une étude qui a été faite par des Coréens qui montre que 2 à 3% des microplastiques ingérés par l'homme pourraient venir des produits de la mer, dans des pays où on mange beaucoup de produits de la mer, mais c'est rien par rapport aux 85% qui viennent des microplastiques qu'il y a dans l'air. Parce qu'en fait, si je fais ça, j'ai une dizaine de fibres qui vont dans l'air et qu'on est susceptible de respirer et donc d'ingérer. Donc le risque, on sent, autant ça a été vraiment un problème marin pendant très longtemps, et on sent de plus en plus que le problème devient un problème de santé publique et que les gens sont de plus en plus sensibles, comment dire, aux risques liés aux microplastiques qu'on trouve dans les sols et donc naturellement associés aux aliments ou bien dans l'air, parce que là, il y a vraiment, comment dire, des problèmes particuliers. Voilà. Alors, il y a des espèces qui sont plus sensibles que d'autres, les tortues par exemple, parce qu'elles confondent ça avec des méduses. Donc actuellement, on vient de sortir les chiffres il y a très très peu de temps. Dans le cadre de la directive, il y a 68% des tortues de l'Atlantique, de la région nord-est atlantique, c'est-à-dire Espagne, France, Portugal, Golfe de Gascogne, qui ont des plastiques dans l'estomac. 68%. Et dans le cas des oiseaux, une famille ils ont l'habitude de conserver certains plastiques dans les estomacs, on arrive à quasiment 100% dans certaines régions, et sinon en général à peu près 80%. Et alors pour illustrer un petit peu ce problème, c'est parce qu'ils ont une poche où ils gardent les plastiques. Et ça, c'est en moyenne, si vous voulez, actuellement la situation, c'est la quantité de plastique qu'il y a dans les estomacs d'oiseaux. Donc cette famille-là, c'est des fulmars. Et si on extrapole à l'homme, en fait, on aurait à peu près 60 grammes en moyenne dans chaque individu. Donc vous imaginez que ça fait longtemps, en fait, ça fait quasiment un seau, si vous voulez, rempli qu'on aurait chacun d'entre nous dans l'estomac. Et donc si ça avait été un problème humain de santé publique, on aurait pris des mesures depuis longtemps, alors que finalement, qui sait qu'il y a autant de plastique dans chaque estomac d'oiseau, et vous réalisez bien qu'en fait, il y a très très peu de mesures qui ont été prises, alors qu'en fait, sur le plan environnemental, c'est quelque chose qui est assez important. Et ça, c'est important parce que tant qu'on n'aura pas de risque pour la santé humaine, il y aura très très peu de préoccupations. On en parle sur l'environnement, si vous voulez, mais en général, dans les mesures, finalement, c'est assez limité. C'est important parce que la gestion du problème des plastiques dans l'environnement est quand même liée grandement justement au risque qu'il pourrait y avoir
qu'il pourrait y avoir pour l'homme. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure de transport d'espèces, on a des milliers d'exemples. Simplement, je vais illustrer mon propos avec l'exemple du tsunami. En 6 ans, il y a eu un article qui a été publié par une équipe nord-américaine. En 6 ans, après le tsunami, il y a eu plusieurs millions de tonnes de déchets qui sont allés à la mer. Certains ont coulé, certains ont été repris. Il y a 290 espèces qui sont arrivées du Japon sur les côtes nord-américaines. Alors ça paraît, si vous voulez, secondaire comme ça, simplement, mais dans la réalité, c'est une véritable arche de Noé. Et autant il fallait des noix de coco il y a des millions d'années pour pouvoir conquérir des nouveaux substrats. Là, on a vraiment, en l'espace de quelques années simplement, tout un ensemble de risques qui sont apparus. Et il peut y avoir même des exemples positifs, par exemple des algues où il y a eu un brassage génétique et donc une augmentation de la diversité génétique, et ça peut être positif pour l'algue, mais par contre, on n'a aucun recul sur les assemblages, ce qu'on appelle les écosystèmes, et donc il y a de véritables risques, et d'autant plus que sur ces 290 espèces, on n'a même pas regardé les bactéries ou bien les pathogènes ou des choses comme ça. Et donc ça circule de plus en plus. Alors, les virus qui posent un problème, c'est dans l'actualité pour l'homme, en général ne survivent pas en mer, donc le problème est secondaire, c'est plus un problème de masque ou des choses comme ça qu'on retrouverait, plutôt que le problème, vraiment, de toxicité, enfin de risque de pathologie liée au virus lui-même. Voilà, mais enfin, tout un ensemble d'espèces, donc, alors je ne vais pas les détailler, mais il y a quelques algues, il y a les dinoflagellés toxiques, des foraminifères qui normalement vivent sur le fond et qui colonisent le milieu pélagique, c'est-à-dire la surface, parce qu'il y a des supports sur lesquels ils peuvent se fixer. Ça, c'est des bryozoaires qu'on n'avait pas décrits en Méditerranée depuis 40 ans ou 50 ans, qu'on a revus. Les virus qui sont toxiques pour les huîtres, ils se fixent sur des billes de polystyrène, par exemple. Ça, ce sont des diatomées et autres. Et donc, il y a tout un ensemble de questions sur lesquelles on est absolument incapable de répondre. Alors, également, des risques pour la santé, c'est comme assez significatif, les accidents sur les plages, métaux, verre par exemple et autres, ou bien des médicaments, le contenu des sachets de drogue par exemple, des choses comme ça, des seringues, des risques de contamination également. Donc c'est lié à la problématique des déchets également, et puis donc tout un ensemble d'impacts socio-économiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a beaucoup. D'abord, disons qu'en coût, la Commission européenne elle évalue à peu près à 260 millions d'euros le coût des déchets marins. Et dans le monde, au niveau global, on est à peu près de l'ordre de 12 milliards d'euros. Là-dessus, il y a une grande partie qui est liée à la pêche. Alors, la pêche génère beaucoup de déchets, mais est générée également énormément par les déchets. Et puis également le coût des nettoyages des plages. Donc vous avez des changements de comportement. Par exemple, en Afrique, ça c'est un totem que j'ai vu. Vous avez les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, les moules qui ont tendance à filtrer plus et ingérer plus de microplastiques que d'autres espèces, où il pourrait y avoir justement un transfert lorsqu'on les consomme, même si ça reste minime. Les accidents, donc il y avait les marées rouges, les marées vertes, les marées noires, et puis il y a eu déjà maintenant 5 ou 6 accidents qui ont été décrits. En Australie, ils ont eu des arrivées massives de microplastiques de suite à un accident en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous imaginez comme après ça peut voyager comme ça, beaucoup plus que l'hydrocarbure, et en plus c'est beaucoup plus persistant. Et puis les coûts pour la pêche, là c'est le tri par exemple, en Méditerranée c'est assez sensible, le tri dans les déchets pour récupérer les poissons qu'on va vendre, avec tous les problèmes de qualité, s'il y a des pots de peinture ou des choses comme ça. Donc il y a des vrais problèmes, des vrais coûts associés. Et donc vous voyez qu'il y a vraiment un besoin de limiter ça, avec tout un ensemble de solutions que vous connaissez mieux que moi, certainement. Voilà, alors ces solutions, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de sources différentes de déchets. Alors on nettoie les plages par exemple, parfois c'est simplement des comportements individuels, il y a des bateaux qui ramassent en surface, sur les fonds et autres, il y a des systèmes comme Vacances Propres par exemple, des poubelles, c'est assez efficace, il y a des barrages sur les rivières, des fois on demande aux jeunes d'aller ramasser ce qu'on a sali nous-mêmes, si vous voulez, en tant qu'adultes. Là c'est ce qu'on appelle la pêche pour les déchets, donc en mer du Nord il y a des accords avec les pêcheurs qui ramènent tout ce qu'ils pêchent. Le problème, c'est qu'il y a pas, tout ça, ce sont des mesures qui sont, curatives et qui ne sont pas excellentes. Le mieux, c'est quand même de prévenir. Il y a différentes solutions, à la fois donc le recyclage, évidemment, parce que ça peut générer des emplois, c'est probablement un des plus intéressants, sinon la prévention, les interdictions, et puis l'information de façon à ce qu'on ne les retrouve pas dans le milieu naturel. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est l'organisation de la Commission européenne autour d'une directive avec toutes les mesures, notamment les interdictions de sacs plastiques, ce qui a été fait récemment. Bon, je pense que ce n'est pas très intéressant, mais simplement montrer qu'il y a des travaux qui sont communautaires qui permettent d'avoir des bilans sur les fonds, par exemple, les évolutions dans le temps et autres. C'est un petit peu complexe parce que d'abord, la répartition n'est pas forcément bien connue. Les tendances, ce n'est pas une simple augmentation comme on pourrait l'imaginer, c'est beaucoup plus complexe que ça, et donc ce n'est pas forcément bien compris. On a des systèmes, par exemple une bancarisation des données à l'échelle européenne, on commence à avoir des tableaux de la situation, qui sont globaux. Et voilà. Donc sinon, tout un ensemble de questions d'ordre scientifique pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe. Donc on a des techniques, on est capable maintenant d'avoir des inventaires de zones d'accumulation sur le littoral. On a par exemple des indicateurs, ça c'est un indicateur qui mesure les plastiques dans les nids.
C'est assez intéressant parce que les oiseaux, ils sont capables de récupérer des morceaux de débris pour faire leur nid. Alors, ils prennent simplement certains types de déchets, notamment les morceaux de filet parce que c'est doux. Et puis également les branches de lunettes, ils adorent ça parce que ça ressemble à des morceaux des branches, quoi, tout simplement. Et donc ils font leur nid. Et dans certaines régions, on a donc là vous voyez en vert ici, c'est plus de 20 déchets par nid. Donc par exemple à Cherbourg, vous avez 100% des nids qui ont des déchets, et dans certains nids, à peu près 5%, il y en a plus de 20 par nid. Et donc ça veut dire que tous les nids de la rate de Cherbourg, tous les nids, ça c'est pour une espèce qu'on appelle le cormoran huppé, tous les nids de cormoran huppé ont des déchets, parce que et donc c'est un impact qui n'est pas très comment dire, joli si j'ose dire. Sinon on travaille sur des techniques d'automatisation de mesure, parce qu'on travaille à l'échelle océanographique, donc c'est quand même très difficile, il nous faut beaucoup de données. Et puis on automatise un petit peu avec des drones, ça commence à se faire. Et puis également, on a, par exemple, ça c'est un exemple, ce sont des survols aériens, on a des données concernant, alors c'est en Méditerranée, mais on a les cartes en Atlantique également, on a des données de distribution de déchets, on a des données de distribution de tortues, alors on a des traitements des mathématiques, en fait on transforme ça en probabilité, on croise et ça permet de savoir où les tortues seront affectées. Et s'il faut regarder dans le golfe de Gascogne, par exemple, vous voyez que dans le sud du golfe, ça c'est l'espèce Caretta caretta, et donc c'est la caouane. Et si on considère les tortues comme les arbaques, c'est-à-dire la tortue lutte en plus, on a une zone par exemple en Bretagne où les tortues luttes sont particulièrement affectées par les déchets. Alors ces tortues-là, en fait, en général, elles viennent avec le courant dont je vous ai parlé tout à l'heure, le courant nord-atlantique, et elles viennent des États-Unis, elles arrivent, et donc c'est pour ça qu'elles arrivent à rentrer dans la Manche alors que la caouane reste dans cette zone-là. Ça, c'est des propriétés biologiques des espèces, mais on est capable de dire où les espèces seront affectées par tel type de déchets, par exemple, et on pourrait sortir des cartes, les données qui concernent les engins de pêche pour dire, voilà, les tortues ou bien les cétacés seraient affectés plus dans telle ou telle région. Voilà. Autre exemple, on a des courants. Alors vous voyez, par exemple, tout ce qui vient du golfe de Gascogne, de la Manche ou bien du Portugal, avec le temps, va aller partir avec les alizés dans le courant vers l'ouest et alimenter la gyre pacifique. Ça, c'est un travail qui a été fait par des Portugais, qui est relativement remarquable, si vous voulez. Et on voit bien que tous nos déchets partent comme ça. Alors, parfois, ça peut paraître trop propre, mais dans la réalité, il faut savoir que très très loin, et aussi même très profond, on a, nous-mêmes, on est responsable. On est capable de donner l'origine également. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On travaille beaucoup sur les indicateurs et on voit les interactions qu'il y a sur le fond, parfois à 2000 mètres de fond, entre les déchets et les espèces. Des branches cassées de gorgones, par exemple, des étouffements et autres. Il y a des espèces qui se chargent de déchets pour se protéger, pour donner un peu plus d'importance. Il y a tout un ensemble de comportements. Et on commence à même avoir des surveillances avec les drones localisés sur les plages, de façon à avoir des données plus importantes, ou bien même gérer les données. Donc vous voyez un petit peu les scientifiques, les questions auxquelles ils sont confrontés. Ce que je voudrais vous montrer peut-être, c'est les données concernant donc, le golfe de Gascogne, parce que ça touche directement, à la région. Donc voilà, par exemple, la distribution des déchets flottants. Ça, c'est les déchets sur les fonds. Ça, c'est la composition. Alors la composition, si vous allez sud-Bretagne, vous allez avoir beaucoup de déchets qui sont issus de la pêche, des morceaux de filet, par exemple, des pots de peinture, des gants, des choses comme ça. Et si vous allez dans le sud du golfe de Gascogne, au Pays Basque, vous allez avoir beaucoup de sacs plastiques, certains avec des inscriptions espagnoles, mais pas seulement. Il y en a beaucoup qui viennent de l'Adour. Et on arrive à savoir comme ça, avoir une typologie et voir les liens qu'il peut y avoir entre les plages, le fond et la surface. Sur les microplastiques, les mesures qu'on fait, en fait, on s'aperçoit que dans le golfe de Gascogne, ça n'a pas changé. Depuis 6 ans, c'est toujours les mêmes quantités pour l'instant. Il n'y a aucune augmentation, aucune baisse. Et donc, il faudra attendre quelques années avant de voir les premiers effets des mesures. Alors, avant de terminer, je voudrais vous montrer une vidéo, si on peut la voir, s'il vous plaît. Voilà, donc là on est simplement pour que vous compreniez un petit peu la situation, la surface c'est 1% des déchets, sur le fond là on est à 2200 mètres, on est à 8 km au large, c'est pas partout, mais régulièrement il y a des zones d'accumulation. Il y en a également en Atlantique, moi j'en ai vu en ayant plongé dans le gouffre de Gavreton à 1800 mètres, il y avait des zones d'accumulation comme ça. Ça c'est la réalité, c'est-à-dire que ce soir quand vous allez rentrer à la maison, quand vous allez imaginer la mer, il faut savoir comment elle est parfois, dans certaines régions du monde, c'est vrai sur les eaux européennes, mais c'est vrai également en Asie du Sud-Est, bien évidemment. On a des marques qui n'existent plus depuis une trentaine d'années, qui sont présentes, les objets ne sont même pas dégradés. Et là, en fait, il y a toutes les conséquences des comportements humains sur les quelques dernières années. Et la réalité, en fait, c'est un petit peu une espèce de tapis qu'on soulève, sur lequel on met toute la poussière depuis des années et des années. Et donc, si on ne fait rien, ça va simplement continuer à augmenter comme ça. Voilà. Je vous remercie.